Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 35. De retour dans le nid, notre petit studio, tranquille. On s'excuse encore pour le bruit de la semaine dernière. Mais on a aimé l'expérience malgré tout. Mais bon, on va s'ajuster. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Après un beau long week-end, c'était fort agréable. Ben, notre week-end, on est encore dans notre beau long Oui, week-end, c'est vrai. mais il n'était pas question, évidemment, de laisser tomber nos auditeurs. Alors, on travaille un lundi. On est là. La journée des patriotes, alors on est des patriotes. Imaginez jouer au hockey sans équipement. Pas idéal, non? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont sans protection, mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli, disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cliquez, installez et respirez. Processus vous êtes aussi présenté par Bet99.net, que vous soyez fan de hockey, basket, MMA, F1, NASCAR, IndyCar, n'importe quoi. Bet99.net est là pour tout le monde. Bon, ben, one take bag. Simon, 4 équipes. Encore en lice, en séries éliminatoires. Ouais. Les Hurricanes de Caroline, les Panthers de la Floride, les Oilers d'Edmonton, les Stars de Dallas. 3 sur 4 qui étaient là l'an dernier. Incroyable, hein? Mm-hmm. Et nous, évidemment, on va aborder les séries à la saveur processus. Et on va regarder ces 4 clubs-là. Dans quelle case on peut les placer? Est-ce que c'est des reconstructeurs? Est-ce que c'est des réinitialisateurs? Et je me suis permis, Pâques, d'ajouter une 3e case. Est-ce que ce sont des gestionnaires de génie? OK. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu entre les deux, mais qui prennent les bonnes décisions. Fait que j'ai demandé à notre as, Simon Boisvert, qui a un peu de tout, lui. C'est un réinitialisateur, un reconstructeur, puis un gestionnaire de génie. J'ai décidé que tu avais les 3. Par qui veux-tu commencer? Caroline. Ouais. Caroline, les seuls qui n'étaient pas là l'an dernier, Ouais. parce qu'eux avaient été éliminés par les Rangers en ronde précédente, et c'est les Rangers qui avaient fait face aux Panthers. Mais il était là il y a 2 ans, non? Il me semble que oui. Ouais. Bon. Les Hurricanes de la Caroline, c'est un drôle de mélange, je te dirais. Oui, ils ont quand même profité d'un choix très élevé au repêchage, Andriy Svechnikov, choisi numéro 2. Oui. Alors ça rentre dans la catégorie, si on peut dire, mauvaise saison, chance à la loterie, appelle ça comme tu voudras. Ouais. Et ça, ben, tu sais, c'est des genres de joueurs que à peu près n'importe qui peut choisir, là. Alors, ça ne demande pas un grand talent au recruteur-chef. Mais ensuite, c'est vraiment un millimélo de joueurs sélectionnés plus loin et de signatures, quelques transactions, mais surtout des signatures d'agents libres. Il y a des joueurs aussi qui sont là depuis plus longtemps. On prend comme exemple Jordan Staal, qui a été acquis en 2012 Ouais. par Pittsburgh. Ça, c'est un des échanges qui sont faits. Ils sont allés chercher Taylor Hall à la date limite des transactions. Ils sont allés chercher Brent Burns il y a 3 ans, alors que les Sharks de Pour San rien. Jose liquidaient pour rien. Fait que ça, tu vois, ça, c'est en gros, ce sont les échanges qu'ils ont faits. Les piliers, là, Oui. juste pour... C'est Sébastien Aho, 2e tour. Oui, 35e au total. Seth Jarvis,
13e. 13e choix obtenu. Oui, s'il te plaît. Grâce au fait que les Maple Leafs de Toronto devaient liquider le contrat de Patrick Marleau Ouais. à sa dernière saison, les Hurricanes ont accepté de prendre le contrat et Ouais. de le racheter. Et en retour, les Leafs ont donné un choix aux Hurricanes, mais les Leafs ont eu une moins bonne saison. Alors, ça a donné le 13e choix au total. Et je vais ajouter Slavin à défense. 3e tour. Oui, si ma mémoire est bonne, Toronto avait 2 choix de première ronde et c'était le meilleur des deux qu'il cédait. OK. C'est ça. Jacob Slavin. 2e ronde, 40e au Deuxième? total. Excuse-moi. 3e. Excuse-moi. Je confonds avec Scott Morrow. 4e ronde, 120e au total. Et puis là, les petits nouveaux, Scott Morrow, 2e ronde, 40e au total, et Alexandre Nikishin, qui Ouais. vient de commencer à jouer, 3e ronde. Là, on parle des joueurs d'impact, là, dans le fond, là. Ben, Tu sais, ta colonne vertébrale, là, c'est le au fond, repêchage. oui, mais des gars repêchés plus tard. Oui. Fait que c'est pas une reconstruction. Non, mais les Hurricanes ont quand même été plusieurs années sans faire les séries. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu te dis... Mais ils ont pas repêché un paquet de gars dans le top 3, là. Non, ils n'ont pas fait ce que les Sharks et les Blackhawks sont en train de faire. Fait que c'est pas une reconstruction, c'est pas une réinitialisation non plus. Est-ce qu'on les met dans la catégorie de gestionnaires, de brillants gestionnaires qui ont pris des bonnes regarde. décisions? Regarde, je te dirais que oui, mais ils sont aussi un peu dans le millimélo, là, parce qu'oublie pas qu'avant avant ça, il y avait d'autres directeurs gérants qui étaient là. Il y a eu Don Waddell qui était là. Bon, il y avait eu Ron Francis vers la fin. Ils sont allés chercher des agents libres, des agents libres, pas mal. Que ce soit dans les joueurs de soutien, habituellement dans les joueurs de soutien, les Roslovitz, William Carrier, Shane Gostisbehere, Dimitri Orlov, Riley Stillman, le gardien de but Frédéric Anderson. Ouais, là, il y a beaucoup d'agents Moi, libres. je veux plus les piliers. Là. Ben, les piliers, ils ont été repêchés. Anderson. Ils ont été repêchés, mais il y en a seulement un qui a été dans le top. Il y a Kotkaniemi qui a été repêché numéro 3, mais pas par les Hurricanes. Non. Bon. Donc, écoute, on peut les mettre dans les millimélos. On peut ouvrir une catégorie millimélos. Oui, puis je vais te dire pourquoi je ne le mets pas encore dans le gestionnaire de génie. Pour moi, il va falloir que ça se poursuive pendant plusieurs années et peut-être même autant que possible qu'il se rende à la finale ou qu'il gagne une coupe. Ouais. Le génie, ça provient pas plus de Rod Brind'Amour dans ce cas-ci, parce que, tu sais, on lisait les critiques de Spencer Carberry après la série contre Washington, puis il disait que c'était tellement difficile de les affronter parce qu'ils bloquaient toutes nos lignes de passe, tout leur système de jeu ils les laissaient pas respirer. Je dois avouer, One Take, c'est un bon take. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, parce que tu regardes, tu sais, c'est quand même... ils ont aussi, tu sais, bien navigué dans l'histoire de Mikko Rantanen, dans le sens qu'ils ont cédé Martin Necas, mais ensuite, plutôt que de perdre Rantanen pour rien, ils sont quand même allés chercher Logan Stankoven. Ouais. Bon, Avec 2 choix de premier tour, 2 choix de 3. Oui. Mettons-les quand même dans le millimélo parce que c'est un amalgame de trucs. Oui. Puis on va voir si c'est durable. Est-ce que les Panthers de la Floride sont dans le millimélo? Les Panthers de la Floride, je te dirais que ça se rapproche du millimélo, mais les Panthers de la Floride sont quand même allés chercher le joueur avec un J majuscule. Nomme-moi 5 piliers. Alex Barkov, OK. choisi numéro 2 au total il y a très longtemps. Faisait 2013. partie de la reconstruction de l'époque qui fonctionnait pas. Exactement. Ouais. Ensuite, alors ça c'est... Bon. Sam Reinhart, mais obtenu dans un échange où c'est ça. on a profité d'une situation où Buffalo liquidait à peu près tout ce qui bougeait, qui n'était pas une recrue. Donc, ça fait pas partie du processus Ça de fait pas reconstruction. partie, parce que dans leur choix au repêchage, dans bon, Aaron Ekblad a été choisi premier en 2014. Ouais. Moi, je ne le considère pas nécessairement comme un pilier, mais c'est quand même un joueur qui tu sais, bon défenseur d'expérience. Le reste, écoute, c'est agent libre après agent libre. Forsling, qui est leur défenseur numéro 2 maintenant. Balotage. Par Caroline. Par Caroline. Caroline. Seth Jones, écoute, qui joue le meilleur hockey de sa carrière. On est allé le chercher par Chicago qui voulait s'en débarrasser. Un peu comme les Hurricanes ont fait avec Brent Burns. Ouais, mais on a donné plus jeune. on a donné un gardien d'avenir en Spencer Knight. Et un choix de premier tour. Ouais. Fait qu'échange. À l'attaque,
Tkachuk pourrait faire partie du processus de reconstruction à la limite parce qu'on l'a obtenu Par avec ricochet, Huberdeau, par qui ricochet. avait été ouais. choisi 3e. Donc, on voit quand même l'importance d'avoir choisi dans les premiers. Barkov 2e, Ouais. Huberdeau 3e. Parce que enlève Barkov et Tkachuk de Floride, Ouais. ils sont pas en demi-finale. Oui, mais t'as eu quand même Huberdeau et Barkov pendant combien d'années sans Oui. faire les séries? Oui, parce que les directeurs gérants n'étaient pas capables de les entourer comme du monde. Et Bill Zito, lui, a réussi à le faire. Parce que, tu sais... Verhaeghe, ça a été joueur autonome. Oui. Écoute, Jesper Boquist, joueur autonome. Sam Bennett, un échange. Un cadeau. Oui, de Calgary. Ensuite, dans les joueurs autonomes, Thomas Nosek, Kevin Rodriguez, quand même Ouais. un joueur talentueux. Et puis à la défense, Kulikov, Nate Bobrovsky, Schmidt, joueur autonome. Bobrovsky, un gros contrat qui avait été donné en 2019. Fait que, eux autres, je te dirais, oui, il y a du millimélo, mais quand même, tu ne dois jamais oublier que Barkov a été choisi 2e. Oui, mais Barkov a dû rater les séries les 10 premières années de Oui. sa carrière. Oui. Fait que t'as un petit bout reconstruction, t'as un bout échange, c'est un millimélo, même si le DG a pris des décisions de génie aussi. Serais-tu offusqué que je dise que c'est du millimélo? C'est pas comme si Non. c'était un club qui Non. a grandi avec son noyau Non. de reconstruction. Anton Lendl choisi 12e. Ouais. Un bon choix. Ouais. Puis là, tu vois, l'échange de Brad Marchand, à date limite des échanges. Tu sais, c'est Seth Jones, cet Ouais. hiver, comme tu dis. Donc, dans l'Est, on a 2 millimélos. Oui. OK. Ouais. Mais par contre, un club Floride qui donnait l'impression d'être bien parti pour une reconstruction au milieu des années 2010. Ouais. Parce que là, tu sais, ils ont Huberdeau, Barkov avec Blad. Puis mais ça aboutissait pas. Ils ont aussi repêché Gottbranson au 3e rang aussi. Ouais, là. ça, c'était en 2010. Puis ça n'a pas été un choix. Il y a eu une longue carrière, mais ça n'a pas été... je sais pas là, si pour des fins de bien-être, de sérénité, t'as mieux passer aux Oilers tout de suite pour... Parce que là, t'as 2 millimélos, là, c'est pas facile. Là. Ah, je vais aller avec Dallas. OK. Ouais. Dallas, un de mes directeurs gérants préférés, Jim Nill, je pense que la seule... Écoute, de mémoire, là, la seule bourde que ce gars-là a commis, puis je pense que c'est Lindy Ruff qui en est responsable, si on peut appeler ça une bourde, quand même. Il avait repêché Valérie Nichushkin en 2013 au 10e rang. Le gars a joué tout de suite avec Jamie Benn et Tyler Seguin sur le premier trio. Ça a bien été la première année. La deuxième année, il a été blessé. Et quand il est revenu au jeu, Lindy Ruff l'a complètement oublié. Ça a culminé avec une saison de 0 but jusqu'à ce que Colorado le ramasse pour rien. Et on peut dire que malgré les incidents hors glace et bizarres qui sont arrivés, on peut dire que Nichushkin, il est un gros contributeur au Colorado. Ça se peut-tu que Dallas savait des trucs qu'il y avait des problèmes hors glace aussi, tu sais? Ça se peut. Bon, dans les choix élevés que Dallas a eu, ils avaient gagné une loterie en 2017 qui leur avait donné Miro Iskanen au 3e rang. Parce que Dallas n'a jamais... durant le règne de Jim Nill, quand Nill est arrivé, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait les séries avec Joe Nieuwendyk. Mais durant le règne de Nill, ils n'ont jamais planté à ce point-là. Donc, alors, Iskanen, 3e. Ça, c'est une chance de loterie. Okay. Donc, on les exclut des reconstructeurs. Ah, ben oui. Okay. Alors, il y a eu une chance de loterie. Ensuite, il y a eu des choix au repêchage très judicieux. Qu'on pense à Thomas Sarley, 18e, en 2019. Ça, c'est l'année en passant de Jack Hughes, Cole Caulfield, Matthew Boldy et compagnie. C'est le gars le plus sous-estimé en séries éliminatoires en ce moment. Là. Oui, écoute, très bon dans le 25 minutes et plus. Des choix un petit peu plus lointains, comme Wyatt Johnston, 23e. Pourquoi? Parce que c'était l'année COVID où la Ligue de l'Ontario n'a pas joué. Et Johnston, peut-être que s'il avait joué, il serait peut-être parti dans le top 10. Mais n'ayant pas joué, ben on n'avait pas de données. Il était juste revenu pour le tournoi des moins de 18 ans au Texas. Présenté au Texas. Oui, parce qu'eux avaient autorisé la tenue du show. Jason Robertson, 39e au total, et la même année qu'ils ont choisi Jake Ottinger, 26e, un rang après Ryan Poehling. Comme quoi, je ne sais pas où il était dans la mire de Timmins à l'époque, mais comme quoi il ne faut pas aller selon ses besoins. Parce que Ottinger avant Poehling, on ne sait pas ce qui pouvait arriver avec Carey Price. C'est un exemple. Bon, Iskanen, cette même année-là. Mais Ottinger, il a été repêché avant Poehling. Non, il a été repêché un rang après. Ça, je dis. Fait que peut-être qu'Ottinger était sur la liste avant, mais tu dis, on a Carey Price encore. C'est ça. C'est ça.
Bon, Jamie Benn, ça remonte au calendrier grec. Ouais. 2007, choisi 129e. On a raconté souvent son histoire, là, un joueur qui jouait dans la BCHL, dans une équipe qui était située en Colombie-Britannique, à un endroit où les Pistons n'allaient jamais. Sur une île. Il fallait Sur prendre une le île. traversier. C'est ça, et le gars était pas aussi bâti qu'il l'est en ce moment, en fait. Et c'est pas tous les clubs qui voulaient se donner la peine de prendre le traversier. C'est vraiment ça. Ouais. Mais Dallas, évidemment, qui l'a fait. Des signatures d'agents libres. Un dernier choix là, avant de passer aux autres. Rupéins, 49e au total en 2015, qui était un gros repêchage 2015, Ouais. mais on l'a beaucoup laissé passer en fin première, début deuxième ronde. Moi, je me souviens, je pense que je l'avais classé 26 ou 27. Ouais. Donc, je l'avais même pas classé assez haut. Ouais. Il est devenu bien meilleur que ça. Puis le petit dernier, Oui, Liam Bixel. le petit. Oui, 6 oui, pieds le 6, petit, le petit à 6 pieds 6. Écoute, il 18e. joue, là. Il joue. Ouais. Il joue bien. Et puis, tu sais, bon, Maverick Bourque, choisi 30e. Que je ne sais pas s'il va y avoir de la place pour Maverick à Dallas, mais avec les problèmes de plafond salarial ou d'agents libres qu'ils peuvent avoir, peut-être que Money va pouvoir monter de galon. Dans les échanges et les signatures, les échanges cette année, Mikael Granlund, belle petite transaction pour terminer, Mikko Rantanen, qui a souvent des hauts et des bas dans l'effort qu'il donne sur la glace, mais il a quand même pas mal éliminé Dallas, Colorado à lui dessus. Alors, on va lui donner. Cody Ceci qu'on est allé chercher. Et à part ça, dans les échanges, le premier échange de Jim Neal d'Impact, Tyler Seguin. Et finalement, il n'a pas donné grand-chose pour Tyler Seguin. Puis Tyler Seguin, là, qui a ralenti, mais qui leur a quand même donné d'excellentes ça me fait rire. séries. Ça me fait rire, tu sais, à Boston, quand ils disent « Ah oui, mais on a gagné la coupe avec Rich Peverly, tu sais. » Ouais. Hey, s'il vous plaît, là. Puis il y avait Erickson aussi là-dedans, Oui, là. Erickson. Ouais. Hey. Matt Duchesne, racheté par Nashville, Ouais. on le ramasse à 3 millions, il re-signe pour une autre année. Là, je pense qu'ils vont le perdre. Nashville paye plus cher Oui. cette année et l'an prochain pour ne pas l'avoir que Dallas paye pour l'avoir. Non, mais... Tu sais, à la rigueur, là, Dadonov, ramassé, tu sais, il contribue. Ouais. Puis des gars de 4e trio, Sam Steele, tu sais, c'est Mason Marchment. Tu sais, c'est que c'est un club qui peut vraiment rouler 4 lignes. Ouais. Et c'est rare. Fait que c'est un Méli-Mélo, mais avec une bonne direction. Les 3 premières équipes dont on vient de parler, c'est Méli-Mélo, mais crème, ils prennent des bonnes décisions. Ben, disons qu'à date, même si Dallas n'a pas gagné la Coupe et Floride l'a gagné, je te dirais que si tu compares le travail de Neal, Zito et puis celui des Hurricanes, là... Toasty. Oui, Clusty. Étant donné que Neal est là depuis 12 ans, il y a quand même eu, je pense qu'il y a une présence en finale, il y a des carrés d'as. Là, il faut qu'il gagne. Là. Puis je pense que cette année, c'est l'année où... Pas l'année où jamais, mais c'est vraiment l'année de pointe des Stars de Dallas. Surtout que, comme je t'ai dit, ils vont perdre des joueurs. Bon, on est rendu aux Oilers maintenant. Ouais, les Oilers, là, c'est plus clair. C'est plus clair, mais en même temps, c'est... C'est de la reconstruction. Oui, mais là, on avec est... David Ouais, mais Draisaitl, c'est des 3-4 reconstructions. Nugent Bon, Hopkins. si on revient, là, en janvier 2010, les Oilers, le propriétaire avait annoncé une reconstruction. Il avait dit, là, il était tanné d'être en milieu de peloton, rater les séries. La finale de la Coupe Stanley 2006, ils ont en fait admis que c'était un peu un coup de chance, que ce n'était pas la vraie valeur de l'équipe. Et là, on annonce une reconstruction. Alors, on va chercher 3 choix back-to-back-to-back. Au total, Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Neil Yakupov. Taylor Hall, finalement, qui a rapporté en échange Adam Larson quelques années plus tard. Larson n'est plus là. Ryan Hopkins est encore là. Une saison de 100 points. Joueur complet, mais je dirais que c'est un joueur d'impact, mais c'est pas un superstar, là. Et Neil Yakupov, ben, lui, qui a disparu en cachette. Ensuite, ben, comme cette reconstruction-là ne fonctionnait pas, on a eu encore le 3e choix. Le 7e choix en 2013, on était cherché Darnell Nurse. Après ça, on a eu le 3e choix en 2014, on a cherché Leon Draisaitl. Et finalement, la fameuse loterie, Connor McDavid en 2015. Et là, c'était en train de se poursuivre parce qu'en 2016, on a le 4e choix. On va chercher Jesse Puljujarvi. Ça a floppé. Et là, à partir de ce moment-là, les Oilers ont quand même pris un peu de galon. Ils se sont rendus en 2017, je crois, en deuxième tour.
Mais après ça, ça a rebaissé. Ouais. Là, il ratait les séries. Puis là, on a passé on a congédié Peter Chiarelli. Ouais. On a passé à travers d'autres, plein d'entraîneurs. Ouais. Et là, Jeff Jackson, président des opérations hockey, et Stan Bowman sont arrivés. Et là, ils ont fait des bons et des mauvais coups. Écoute, si les Oilers gagnent la Coupe, c'est difficile de les blâmer. Cependant, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'ils ont laissé aller 2 jeunes joueurs, Philippe Broberg et Dylan Holloway, Ouais. qu'ils ont perdu à des offres hostiles. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas été capables de les payer, c'est parce qu'un mois et demi avant, ils avaient signé des joueurs qui approchent vraiment de la fin. Jeff Skinner, Victor Arvidsson, qui leur avait coûté 7 millions. Et c'est ça que Broberg et Holloway leur auraient coûté. Et là, on dit Bowman n'était pas encore officiellement en poste, mais regarde, il devait Peu quand importe, même c'est gérer Jeff les Jackson affaires, le patron. là, ouais, c'est ça. Jeff Jackson le patron. Ensuite, ben, comment on a bâti les Oilers à part qu'avec les premiers choix? Tu sais, tu parlais, Mathias, d'aller chercher des choix judicieux Ouais. en dehors des premières rondes. Ouais. On a pas Evan beaucoup. Bouchard, 10e. C'est quand même Ouais, un top c'est 10. un top 10, là, ouais. Ouais. C'est ça. Fait que donc, C'est ça. mais, Je pense que des rondes 2 à 7 des Oilers depuis 20 ans, je pense que c'est la pire équipe de la Ligue. mais ça reste le produit d'une reconstruction. Ah oui, ah oui. Mais c'est 25% en ce moment des équipes dans le carré d'as. C'est le produit de 2 reconstructions, ou en fait, Oui. une reconstruction Ouais. à cause d'une première qui n'a pas marché. Est-ce qu'on est en train d'assister, puis tu sais, on le sait, là, Pittsburgh, Washington, Tampa, Colorado, Chicago, ça a été des reconstructions. Ouais. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où il y a plus de méli-mélo, mais que c'est pas une recette parce qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions? Ouais, je pense que le mot recette, il est souvent utilisé à mauvais escient. Ouais. Et parce que l'histoire là-dedans, c'est que tu peux avoir un plan que tu peux nommer, ce que tu appelles une recette. Ouais. Tu peux nommer ton plan, tu peux nommer ta stratégie, mais après ça, elle doit être exécutée convenablement. Ouais. Puis souvent, les gens qui sont contre une stratégie ou une autre vont toujours donner l'exemple de l'équipe qui n'a pas marché. Ouais. Alors, s'il y en a qui disent « Ah, les agents libres, ça marche pas. Regardez Nashville. » Ouais. OK. D'autres vont dire Ah, les premiers choix, ça marche pas. Regardez Edmonton, à venir jusqu'à il y a quelques années. Ça marchait pas, là, Ouais. honnêtement. Puis, finalement, tu regardes les gagnants de la Coupe, oui, il y a eu une période où c'était les équipes qui avaient reconstruit, qui gagnaient Ouais. là, à profusion, qui avaient eu des choix très élevés. Là, on a un peu les restants de ça. Parce que Floride, oui, il y a eu Barkov. Il ne Ouais. faut pas le nier, là, quand même. Puis Huberdeau qui a donné l'échange de Tkachuk. Mais c'est sûr que Dallas ne rentre pas dans cette catégorie-là. Caroline ne rentre pas dans cette catégorie-là. Les Golden Knights de Vegas, il y a 2 ans, ne rentraient pas dans cette catégorie-là. Mais eux, là, tu peux mettre un astérisque. C'est vraiment hors série. Mais c'est-tu eux qui ont tout changé? Y a-tu un Moneyball? Y a-tu une recette dans l'évaluation des joueurs? Parce que c'est une coïncidence, en tout cas. Ouais. Depuis que Vegas est arrivé, puis il s'est rendu en finale, a gagné ensuite la Coupe avec des joueurs qui, ma parole, ça aurait donné un bon Moneyball au hockey. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose Moi, qui change. moi, j'ai là. une petite théorie là-dessus. Ouais. C'est là que je voulais m'emmener. Je t'en avais parlé la semaine passée, mais tu sais pas ce que je vais dire. Non. Les fameux joueurs rejetés, entre guillemets. Ouais. Tu sais, les joueurs les Matt Duchesne, exemple. à Dallas. Marchessault. Non, mais je te parle en ce moment. On va Ok, parler. Oui, ouais, Marchessault à ouais, Vegas, oui, oui. ouais. Oui, ben oui. Rejetés, c'est ça. Mais au repêchage. Oui, au de repêchage d'expansion, il y Ouais. avait eu beaucoup de bons joueurs Ouais. rejetés. Les joueurs rejetés, je crois que c'est toujours une question de réputation. Puis des fois, je me demande une chose. Oui, il y a... Est-ce qu'un joueur cadre bien dans une équipe et dans une Ouais. autre, il cadre moins? Ça, je suis d'accord que, comme on dit en anglais, il y a des fits, là, Ouais. un peu partout. Mais je pense que les joueurs rejetés, malheureusement, c'est souvent une question de réputation. Et je crois qu'il y a des joueurs rejetés qui conservent une bonne réputation, puis des joueurs rejetés qui la perdent. Et c'est ce qui me porte à dire des fois, est-ce que les pro scouts les observent vraiment objectivement ou ont une idée arrêtée sur des joueurs Ouais. puis disent « Ah, lui, il est bon » ou « Lui, il est pas bon ». On va prendre un exemple, mettons. Tu sais, il faut que tu regardes les joueurs. C'est toujours une question de réputation. Regarde Jesse Puljujärvi. Ouais. Hey, ça fait 100 fois que quelqu'un le ramasse au balotage. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Assez, c'est assez »
Au lieu de se dire c'est un 4e choix, Edmonton l'a mal développé, l'équipe suivante l'a pas fait jouer, Puis par contre, il y a d'autres joueurs, des fois, qui sont encore bons, mais on dirait que les équipes en veulent plus. C'est quoi la différence entre Puljujarvi et Pierre-Luc Dubois? Pourquoi Pierre-Luc Dubois, qui a changé d'équipe 3 fois, qui moi-même, avant de découvrir qui il était, j'avais des doutes sur son caractère. Qu'est-ce qui fait que lui, puis regarde Washington. Ben, la différence, Dylan c'est... Strome, Dubois, Chychrun, ça a tout fonctionné quand ils sont arrivés là. OK, bon, je pense que Dylan Strome, c'est un meilleur exemple. Okay. Je vais te dire pourquoi. Pierre-Luc Dubois, tu sais, il a jamais été mauvais comme Puljujarvi, là. Non, on Il y a s'entend. ça. Ouais. Dylan Strome, lui, il a passé bien plus proche d'être carrément tassé de la Ligue nationale. Ouais. Parce qu'à un moment donné, Dylan Strome, il était poche. Je le regardais à Chicago, puis ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ça peut rentrer dans la catégorie cadre bien dans une équipe. Puis on s'en est peut-être bien occupé aussi, comme avec Dubois. Ouais. Ça marchait pas à Los Angeles. Alors, regarde le style à Washington, regarde le style de jeu. Mais on s'en est bien occupé. Dylan Strome, c'est un gars qui traîne son piano. À Washington, ça passe mieux que dans une équipe qui va être ultra rapide. Ouais. Mais Ouais. il y a une raison qui explique pourquoi il y a des équipes, on dirait que tous ceux qui s'en vont là, en majorité, ça marche. Moi, je cherche c'est quoi? Mais moi, je te dis, c'est Il y a souvent, un secret c'est souvent quelque la part. réputation des joueurs. Regarde un gars comme Corey Perry, OK? Corey Perry, ça fait presque 10 ans qu'on dit qu'il est fini. Ouais. Il y a quand même 19 buts cette année. Mais à chaque année, Corey Perry va pas chercher des gros contrats. Parce que ça fait 10 ans qu'on dit Corey Perry, il est fini. Mais Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends Alors, ce je que pense qu'il y a des mauvaises évaluations aussi. oui, mais il y a plus que... Ce que je veux te dire, là, c'est qu'il y a certaines équipes qui en ont beaucoup comme ça. Ils en ramassent beaucoup des joueurs. Vegas a fait ça avec Chandler Stevenson et mais compagnie. Vegas, comme je t'ai dit, je pense que ça a été une mauvaise évaluation de la part des équipes qui ont laissé aller des joueurs à qui ils n'avaient pas donné leur chance. Puis t'en as d'autres, ça marche pas. Ils amènent des joueurs, puis ça marche pas. Il y a une recette secrète qu'on va finir par découvrir. Ben, moi, j'ai toujours dit que, puis j'en parlais sur ton blog, il faut aller chercher des joueurs sous-évalués par leur propre équipe. Ouais. Et souvent, et je parle pas de cas problème, là, je parle de joueurs que, pour une raison quelconque, ton équipe te trouve pas si bon que ça. Puis tu te dis, ben comment ça se fait qu'il le trouve pas bon? Il est bon, ce gars-là. Puis dans un échange, tu réussis à aller le chercher pour moins que tu penses que tu devrais donner. Force ligne, Oui. balotage, par une bonne organisation. Ouais. Reinhardt, ça marchait pas à Buffalo, tu vas le chercher en compte 57. Oui, là, ça a été une grosse année, mais il Verhaeghe, reste quand non, même... mais on dirait que tout le monde qui arrive en Floride, ça marche. Ouais. Mais Dvorak, ça va être pas mal le candidat pour cet exemple-là à l'inverse, dans le sens que la prochaine équipe dans laquelle il va aller, il va performer mieux, c'est sûr et certain. Mais là, en fin de saison, ça allait quand même bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a un élément de réponse qui réside dans Rantanen, dans ce que tu cherches, Mathias, parce que souviens-toi avec Caroline, le style de jeu qu'il jouait quand il est arrivé, ça fitait pas du tout. Puis Dallas, ils ont sauté dessus en se disant ils jouent sur le rush, leur attaque était plus basée sur son amalgame de capacité, ses avantages à lui. Donc, c'est une évaluation de la direction qui dit c'est qui les joueurs qui vont bien cadrer avec nous. Oui, puis ça, c'est difficile parce qu'il faut que tu prennes les caractéristiques d'un joueur ailleurs et que tu les transposes chez vous. Oui. Tu sais, c'est comme tu vas chez quelqu'un puis tu te racontes la décoration sur le mur, ça marche pas chez eux. Ouais. Mais tu dis, ce cadre-là, il me semble que ça ferait bien dans mon bureau. Puis tu l'amènes chez vous, puis il est plus beau, le cadre. C'est ça. Tu as une bonne vision de ce que... Et ça, c'est très difficile à faire. Très difficile. Il y a aussi l'aspect bizarre au hockey. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les Maple Leafs de Toronto, mettons, là, c'est le problème parfait, on dirait. Ils ont une équipe que, année après année, ils vont performer incroyablement en saison régulière. Puis là, ils arrivent en série, puis pendant 2 semaines, ils sont plus capables de rien faire parce qu'il n'y a plus de règlement, il y a le jeu physique, tout ça. Fait que toi, si tu construis ton équipe, est-ce que tu veux faire une équipe qui est pérenne dans le temps en saison régulière ou une équipe qui est juste bonne pendant 2 semaines? Es-tu capable d'attendre 30 secondes? Ben oui. Parce que Deuxième on allait bloc, on parle parler des des Maple Maple Leafs dans le deuxième bloc. Juste, là, les gens, c'est parce que nous,
on fait exprès, on donne jamais nos sujets à Pag, parce que c'est comme notre regard extérieur, Ouais. puis on veut que ses réactions soient spontanées. Ouais. Fait qu'on n'est pas fin avec lui. Il sait jamais de quoi on va parler pour justement amener ça, puis des fois, ça... Mais tu vois, t'étais... Mais vous faites un bon lien naturel, ça veut dire. Et voilà. Ouais, Ça va faire un oui. bon lien. Ah, on Bon, ne peut ben, pas ne ouais. pas parler des livres cette voilà. semaine. Mathias, tu voulais parler de oui. revenir sur un sujet qui a fait jaser les auditeurs. J'aime bien lire les commentaires sur YouTube parce Ouais. que tu sais, ça nourrit. Patreon aussi. Et puis ouais. Patreon aussi. Puis il y a des auditeurs qui nous ont dit qu'on était un petit peu, comment dirais-je, c'était un petit peu étroit de notre part de s'être limité au 16e et 17e choix du passé Ouais. pour donner une idée aux gens qu'est-ce que le Canadien pouvait aller chercher avec ces joueurs-là. Et l'argument était que, oui, mais il y a des joueurs au 18e, 19e, 20e, 21e rang qui sont choisis, qui sont bons. Ouais. Et vous devriez revenir sur ces gars-là. Bien, c'est sûr que David Pasternak, choisi 25e, il était encore là au 16e rang en 2014, et ça se peut. Sauf qu'à un moment donné, nous, il faut y aller avec une genre de moyenne. Ouais. Et si on commence à prendre chaque exception, telle année, le 18e ça a été lui, telle année, ça a été lui, ben là, à un moment donné, on n'en finira plus, puis là, on va s'en faire croire, puis on va se dire, le Canadien a 90% de chance d'aller chercher une vedette. Puis on s'en parlait aussi, c'est pour être réaliste. Ouais. Puis la réalité, ben pour nous, de choisir les choix qui étaient là à 16 et 17, ça te donne une réalité de, ben parfois, il y en a qui se trompent, parce que si tu vas chercher les meilleurs disponibles à chaque encan entre 16 et 25, ça ne donnera pas un aperçu Non. de la réalité. Ça va te donner un aperçu de la situation optimale. C'est ça. Fait que exactement. nous, en ciblant 16 et 17, mais ça donne un meilleur aperçu de ce qui attend le Canadien. Alors, les gens peuvent s'attendre à ce que t'as à peu près la probabilité la plus probable. Bravo. Oui. Hey, un jeu de mots! Hein? Ben oui. C'est qu'un de ces deux joueurs-là devienne un joueur important au sein du Canadien. Ouais. S'il y en a deux, tant mieux. Ouais, mais en c'est ce plus moment, rare. les probabilités, c'est 1 sur 2. Voilà. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc, Pag, Oui. demandez, vous recevrez. Justement, dans le Snake en liberté. Maintenant, c'est le nom de notre deuxième bloc. Et j'aime bien ça. Mais Snake en liberté, il s'est donné la permission, la liberté, de parler des Maple Leafs de Toronto. Oui. Un club qui a reconstruit. Ouais. Et Ah oui. qui, on se demande où c'est rendu. On va... Ouais. Sans coup férir. Oui. Veux-tu qu'on commence avec ça ou avec la Coupe Mémoriale? On commence avec ça? Écoute, moi, c'est Bon. c'est pas Mathias en liberté, hein? C'est le Snake en liberté. On va Fait y aller comment avec les que- Maple Leafs. Parfait. Regarde, les Maple Leafs de Toronto, eux, rentrent vraiment dans le processus de déconstruction-reconstruction. Hey, il est fatigant que ces jeux de mots Ah, aujourd'hui, ouais. là, ça arrête pas. Et puis, Brendan Shanahan, président des opérations hockey, est arrivé en 2014 et lui, il a vendu aux propriétaires à l'époque. Les Maple Leafs, ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait les séries. Ça fait à l'époque, 47 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe. Et là, lui, il avait vu ce qui était arrivé avec les Blackhawks de Chicago, les Penguins de Pittsburgh, et s'est dit, on va faire la même chose. Ouais. Alors, en 2014, avec un choix top 10, ils vont chercher William Nylander. Ils avaient déjà Morgan Riley, qui avait été repêché 2 ans auparavant au 5e rang. Et là, en 2015, on coule la pique et on va chercher, avec le 4e choix, Mitch Marner. Un petit peu chanceux parce que Dylan Strome avait été choisi 3e en Ouais, avant mais il était quand par même, Arizona. il était quand même hautement coté. Il là. était hautement coté, mais Marner leur est tombé comme un cadeau un peu. Ça a l'air que même Mark Hunter a eu besoin de mettre son poing sur la table parce que c'est pas lui que tout le monde voulait à Toronto. C'est quoi, Hanifin? Je sais pas c'est qui. Mais c'était pas lui. Mais Mark Hunter qui était à London Oui. avant, donc il connaissait très bien Marner, il a été obligé de se fâcher pour que les Leafs prennent Marner. Il y avait eu de très bons joueurs choisis en 2015 en passant. Ouais. Et là, les Maple Leafs, ensuite, embauchent Mike Babcock. Ils disent à Babcock, la première année, là, on coule encore. Et c'est ce qui est arrivé. Et ils sont allés chercher Austin Matthews. Ouais. Alors là, on se retrouve avec Nylander, Marner, Matthews.
O'Reilly comme défenseur. même, Mais ouais. comme top 3 d'attaquants jeunes, Ouais. c'était à ce moment-là, je te dirais, même plus prometteur que McDavid, Draisaitl puis Nugent Hopkins, mettons. Quasiment. Globalement. Oui, parce que Draisaitl, on ne savait pas trop. Sa première année, ça avait été difficile. Il avait été retourné au junior. Ok, tu sais, ok. Bon. Mais c'était à peu près Ouais. dans le même, Ouais. du même acabit parce que McDavid était quand même jugé supérieur à Austin Matthews. Bon. Puis là, on se dit, ouais, ça prend un autre choix. Tu sais, comme je dis des fois, ça en prend un autre. Et là, en 2017, les Leafs font les séries. Ils sont allés chercher Jake Muzzin. Ouais. Grosse Ils ont surprise. donné leur premier choix. Ouais. Ouais. Grosse surprise, les Leafs font les séries. Et là, moi, je me dis à ce moment-là, ça en prenait un autre. Comme je te dis 2017. souvent. Ouais. Ça prenait un autre top choix. Et ils l'ont pas eu. Est-ce que tu me parles de, je sais pas, mon Macar au 4e rang? Ou est-ce qu'il y en Quelque a chose un de au même. 3e? Quelque chose de même. C'est ça. Ah, ok. C'est ça. Ça aurait pris ça. Mais, Mais et là, ils sont partis en peur. On Puis ils se contrôle sont pas. dit, non, on contrôle pas la progression d'une équipe. Et là, ils se sont dit, ah ben là, on est en série, faut pas mettre le pied sur le frein. Ouais. Et là, s'en est suivi l'embauche de Lou Lamoriello comme directeur gérant. Ouais, ils ont arraché le frein carrément. Là. Oui, là, la signature de Patrick Marleau, qui finalement, un contrat de 3 ans, c'était beaucoup trop. Il était bon, finalement, 1 an seulement. Ouais. Et là, on a arrêté de bien repêcher. Ben, bien repêcher. Dans le sens que n'importe qui peut repêcher Matthews premier, là. Ouais. Mais on a arrêté de bien repêcher. Puis là, la grosse gaffe qu'on a fait à la saison morte suivante, 2018, et je pense que c'est ça qui a tout changé, ça a été le contrat de 11 millions par saison à John Tavares. Ben, c'est parce que là, ça a fait monter Ouais. les enchères. Ouais. Parce que Matthews et Marner étaient dans l'attente d'un nouveau contrat. Et ils ont obtenu beaucoup plus d'argent que normalement ils auraient dû obtenir Ouais. pour un deuxième contrat. Ouais. Fait que Dubas, à ce moment-là, qui était devenu directeur gérant, s'est tiré dans le pied. Ben, ça, c'était au-dessus de lui, sûrement. C'était là, au-dessus de cette lui, c'est ça. décision-là. Fait que là, Shanahan, là, ce qu'il appelait le Shanahan Plan, là, Ouais. ben là, il avait pris le bord. Ben, c'est parce qu'ils ont été coincés par le plafond pendant À cause de ça. toutes les années qui ont Oui, suivi. mais Ouais. vois-tu, c'est là qu'il faut que tu sois judicieux et que tu ailles chercher des bons jeunes joueurs à bas prix. Mais tout ce eux autres, tu vois, on parlait tout à l'heure de ramasser les bons restants d'une équipe. Ouais. Eux autres, ils ramassaient les mauvais restants Ouais. des équipes. Oui. Fait que ça a toujours fait des troisième et quatrième trios complètement dégarnis. Une brigade défensive qui a jamais été très bonne. Avant Puis- cette année. là. Ouais, dans les buts, il y a eu une pas pire période de Frederick Anderson, mais il est parti. Écoute, on voulait le chasser de Toronto, Anderson. Là. Oui. Les gens sont pas patients à Non. Toronto non plus. Là. Non. Puis là, depuis une couple d'années, ben au moins, ils ont finalement gagné une ronde de série. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Maple Leafs, les 7 premières années de ce trio-là, Marner, Matthews, Nylander, n'avaient pas gagné de Puis, série. ils ont été victimes. Là, si Ouais. je me fais l'avocat des Maple Leafs, là, je vais jouer le rôle. Là. Mhm. Même si ça me tente pas nécessairement, mais je vais faire. Faut que tu sois objectif, Mathieu. Tu sais, ils sont tombés sur les Bruins 2-3 ans. Ils sont tombés sur le Lightning. Puis ça a été des bonnes séries dans l'ensemble, souvent ces matchs. Et depuis 2 ans, le problème des Maple Leafs, ça a été les 7 années d'avant. Parce que depuis 2 ans, ils ont des saisons de 100 points. Ils ont franchi le premier tour. Ouais. Là, ils ont perdu en 7 matchs contre les champions en titre de la Coupe. Tu sais, depuis 2 ans, tu peux rien leur reprocher. Pas vraiment. Sauf que là, ça fait 9 ans. Oui. C'est ça le C'est problème. le problème, c'est que ça C'est fait le 9 ans. avant. C'est le avant qui fait mal. Tu sais, c'est bien beau, là. Tu sais, tu vas chercher les Max Pacioretty, puis les Kalle Jarnkrok, puis Max Domi. Ouais. Tu sais, c'est Mais ça va pas être des joueurs de soutien intéressants. Ça va être ma chronique de demain dans la presse. J'espère que je ne changerai pas d'idée, mais ça devrait pas, à moins d'une grosse nouvelle. Ils n'ont pas fait pire que le Lightning puis l'Avalanche depuis 2 ans. Ils ont fait mieux. Non, mais le Lightning a 2 coupes, puis l'Avalanche en a une. C'est ça la différence. Fait que moi, je pense que Toronto, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Oh! Marner et Tavares sont agents libres. Moi, OK, Tavares, tu le laisses aller, là. Ouais. Tu y reprends. À moins qu'ils veulent le signer à 5 Il y a- millions, là, il y a ce qui n'arrivera 34, pas. il Là. va y avoir 35. À moins qu'ils veulent signer Ok. 2 ans à 5 millions, mais ça n'arrivera pas. OK. Marner, À 2 ans à 5 millions en tout. non, 2 ans, 5 millions par année. 10 Ouais. millions Ouais, 2 mais ans. ça n'arrivera pas. Ben, à 34 ans, il pourrait.
Moi, c'est ce que j'offrirais. OK. Mitch Marner, c'est un dilemme. Le gars a 28 ans. Ouais. C'est encore assez jeune pour un joueur autonome. Ça semble pas un joueur qui va mal vieillir. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de blessure chronique. C'est pas un joueur très physique. Mais Mitch Marner, tu sais, est-ce qu'il fait partie de la solution ou du problème? Ben, j'ai une question beaucoup plus importante que celle-là. Ouais. Moi. Est-ce que Mitch Marner veut rester à Toronto? Premièrement. Tu sais, il faut qu'il veuille rester, là. Peut-être que Utah pourrait lui donner 14 millions 7 ans puis il va le prendre. Pourquoi il n'a pas négocié de la saison? Tu Ouais. trouves pas ça louche? Ben, c'est toujours tentant pour un joueur comme ça, une fois dans sa vie, de se rendre à l'autonomie quand tu vas être un des agents libres les plus convoités des 20 dernières années. Ouais, mais si tu es heureux, puis tu sais qu'on va te tu donner signes. 12-13 millions à Tu signes. Toronto, tu signes. Oui, la preuve, Rantanen, il est arrivé à Dallas puis il a signé. Mais parlant de Rantanen, Elliot Friedman il avait dit que Marner refusait de lever sa clause de non-échange dans un échange qu'il y aurait eu pour Rantanen dans le temps de Caroline. Ouais, il voulait Imaginez, peut-être pas aller en Caroline. Là. Ouais. imaginez Toronto serait sûrement encore en série ce matin. Avec Rantanen à la place de Pas Marner. nécessairement. Pas nécessairement, parce que ça dépend. Là, ça a été un concours de circonstances. Tu sais, Rantanen, on peut pas... Oui, on parlait justement de joueurs qui cadrent bien. Là. On ne sait Ouais. pas s'il aurait bien cadré, mais je comprends ton point. Mais Marner, on ne sait pas. Puis Austin Matthews, là, est-ce que c'est vraiment idéal que ça soit ton meilleur joueur? Si tu veux gagner la coupe. Là, Marner, moi, je pense qu'il risque de partir. Si j'ai à parier, Oui, moi, je dis qu'il s'en va. j'aime mieux parier qu'il s'en va qu'il reste. Ouais. Je pense plus qu'il s'en va. Mais là, tu peux pas le remplacer, ce gars-là. Moi, je bâtis bien plus autour de Nylander que. Oui, mais n'importe tu qui peux d'autre. pas remplacer Marner. L'an Non. prochain, Non. si Marner n'est plus là, c'est qui? Bon, qu'est-ce que Toronto fait? Max Pacioretty? Tu sais, c'est toujours facile à dire. Ah, ils peuvent aller chercher des agents libres. Oui, mais qui? Non, mais il y en a pas tant que Il n'y ça en a cette pas année tant que qui ça. sont bons. Oui, là. puis au hockey, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Ça, c'est bon pour le baseball et le football. Surtout le baseball. Le baseball, à un moment donné, il y a des joueurs qui sont libres. Puis oui, les Yankees peuvent perdre 2 joueurs puis aller en chercher 2 du même prix, puis ça va faire pareil. Mais au hockey, tu sais, les joueurs autonomes en général, c'est des joueurs dans la trentaine. C'est des joueurs qui peuvent t'aider une couple d'années. Alors là, qu'est-ce que Toronto va faire? Est-ce qu'ils vont, mettons que Marner s'en va, est-ce qu'ils vont boucher les trous avec peut-être des vétérans à court terme qui vont signer? Ou est-ce qu'ils vont essayer peut-être d'échanger Matthews? Mais Matthews, il y a Ben quoi, il y a là, une clause là, de non-échange? Tu veux pas reconstruire? Non, mais peut-être pas reconstruire, mais brasser la cage. Ouais. Eux, ça doit... Tu peux aller te chercher quelqu'un d'autre. Eux, ça doit être le genre à aller chercher Stamkos. Vois-tu, Qui c'est marche plus à l'impression. Nashville. Ouais, là. c'est l'impression Ils vont dire, que on va ça le me donne. prendre, on y revient en Ontario. C'est l'impression que C'est ça le me donne. genre, là. Ouais, Trey Living, il est bon pour essayer de calmer ouais. mettre des diéchelons, là. Parce que je vois pas c'est quoi la stratégie qui est possible à Toronto. Tu sais, défensivement, c'est difficile. Ils n'ont pas une grosse brigade Mais défensive. là, c'est mieux, là, la C'est mieux. défensive, là. C'est mieux. Mais Tu sais, Tanev, je sais qu'il est rendu à 35-36 ans, il joue, là. Mais il en reste pas long. tu sais, ils sont dans une situation difficile parce qu'ils ont quand même eu une très bonne saison régulière. Ils ont 2 très bonnes saisons régulières, Ouais. comme tu disais. Ben oui. Mais année ils ont après des année. tu sais, les séries n'étaient pas abominables non plus, là. Ils Non. ont perdu en 6 matchs. Contre les champions de la Coupe Panthers, Stanley. qui ont je le sorti sais. Tampa. Mais je en- pense que c'est le match de 6-1 la semaine dernière qui a vraiment fait. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, on pensait pas qu'elle allait gagner 2-0 non plus là-bas, là. Fait que c'est Moi, je pas dis, si mal. habituellement, quand on fait des histoires de reconstruction puis de déconstruction, j'ai réponse à tout. Mais dans le cas de Toronto, On le sait pas, hein. je ne sais pas quoi dire. Ça doit résider dans le vestiaire en quelque part. Tu sais. Et justement, les images de Marner au ralenti hier qui criait après l'équipe Ouais. au poste. Écoute, pour que Simon soit sans réponse. Mais vous, est-ce que vous l'accueilleriez? Mettons qu'on prend le problème d'un autre angle. Ouais. Est-ce que vous accueilleriez Marner, mettons, avec le Canadien? Non. Non. Non, parce que... Puis c'est un formidable joueur. Ben oui. C'est l'argent. Parce que là, 28 ans, c'est encore jeune. Mais là, tu vas chercher un petit attaquant, tu es obligé de lui donner un 14 millions. Il vaut pas 14... Est-ce que je prends Marner chez le Canadien demain matin? Mais au double du salaire de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, c'est insensé. Tu sais, McDavid, McKinnon, tu vas le chercher à 15 millions. Marner, pour moi, à 14 millions, tu vas pas le chercher. Simon, Pas du tout.
C'est ça le problème. Mais ça veut dire que toutes les équipes de la Ligue nationale regardent le problème de la même lunette. Ben, Non, il y a des équipes qui peuvent en vouloir de Marner. Peut-être une équipe qui est plus grosse à l'attaque et qui a besoin d'une vedette. Moi, je le verrais à Utah. Ouais. Une nouvelle équipe. Ouais. Ben, une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Ils sont pas très gros à l'attaque. Non, il y a ça. Eux autres le sont pas. T'as raison. Tu sais, je sais pas, est-ce que... Là, je pense qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre sur le plafond salarial, dépendant de ce qui se passe, mais tu sais, je le verrais plus dans un club comme Dallas. Exemple. Ouais, mais là, ils viennent de payer Non, Rantanen. non, ça n'arrivera pas, mais je veux Check dire, Bank, oui, un club bâti comme Dallas. Check Bank, Dubus va pas faire les À pieds et des Pittsburgh, mains. oui. Ah. Ça serait le genre, là. Ah oui. Fait que c'est difficile à dire, mais je j'avais à parier, moi, Marner s'en va. Mais la question est de savoir, tu sais, t'as pas brisé ton noyau en les échangeant, t'as brisé ton noyau parce que t'es père comme joueur autonome. Ouais. Je serais pas surpris de le voir à Pittsburgh. Ouais. Mais, Arrête de l'allure. Avec Tavares. Ah, mon Dieu. non. Mais tu sais, là, Ouais. tu dis, garde, là, tu veux-tu aider Sid à gagner? Ouais. Puis là, après, ben, dans 2 ans, il y a juste 30, puis là, tu continues Ah à oui, essayer ah de oui. patcher, puis... Ouais. Coupe mémorial? Ah oui. Ça fait combien de mois que je te dis que je voulais voir Moncton, Medicine Hat, London? Et là, d'ailleurs... C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Et félicitations Wildcats pour le championnat. Et l'Océanique de Rimouski, félicitations également parce que ils ont eu énormément de blessures durant les séries et ils sont quand même rendus en 6 matchs en finale. Donc, leur participation en tant qu'équipe hôtesse est grandement méritée. Et félicitations à Pascal aussi qui a gagné le chandail de Caleb Desnoyers. Oui. Qu'on l'a remis juste avant l'émission. Hein, Et le prix Desnoyers a de- gagné le trophée Guy Lafleur en tant que Ouais. meilleur joueur des séries. Ouais. Alors, ça devrait être une coupe mémoriale rêvée Ouais. avec les 4 équipes en présence. Si tu me demandes une prédiction, je te dirais que j'en ferai pas parce que, étant un round robin, c'est toujours un match qui décide à la fin. L'an passé, London était une meilleure équipe que Saginaw, mais Saginaw jouait à domicile. C'était un match, ils ont gagné. Ouais. Alors, je te dirais encore cette année, la meilleure équipe sur papier, c'est London, mais on ne sait jamais. Rimouski à domicile a des chances. Moncton est champion de sa ligue. Mais Medicine Hat a eu McKenna et Caden Lindstrom est revenu au jeu. Ouais. Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est des joueurs à surveiller. On parlait de Utah. Oui. Bill Armstrong, DG des Mammouths, Oui. et 3 recruteurs ont assisté à plusieurs matchs de la finale. OK. 4e show au total. OK. Caleb Desnoyers. Pour moi, garde. Un directeur général se déplace pas pour rien, même si son club est éliminé. Ou dans le pire des cas, s'il se déplace, c'est pour dire non, j'en veux pas. Ouais. Mais chose certaine, il est considéré. Ben là, il a pas, je pense pas qu'il a dû le décevoir non, plus. là. Ben non, il n'a pas été décevant. Et moi, je devrais vous parler de... Je le vois à Utah, moi. C'est drôle, hein? Moi aussi. Je le vois sortir à Moi aussi. 4. Moi aussi. Et moi, je dois vous parler d'un joueur Ah, de Medicine Hat. Le défenseur Bryce Pickford. OK. Moi, je te parle de lui. 16 ans en 2023, il a gagné la Coupe de l'Ouest avec Seattle. Et il avait joué beaucoup. Ouais. L'an passé, le club, il n'est pas aussi bon. Il y a eu un moins 36. Alors, tu vois, ça vaut ce que ça vaut, la fiche des plus et moins. Et là, il n'est pas repêché. Là, il est échangé à Medicine Hat. Et il a une très bonne saison à 18 ans. Là, il y a 18. Ouais, Il va c'est avoir sa 19 saison. cet été. Oui, c'est sa saison de 18. OK. Alors, il y a un repêchage où on a passé par-dessus. Et lui, tu sais, c'est très, très rare que les joueurs qui sont pas repêchés à 17 sont repêchés à 18 et deviennent bons. Mais il y en a. Drake Batterson, c'est un exemple. Et le jeu d'un 17 ans, je pense, doit toujours être mis en contexte par les recruteurs. Puis moi, être dépisteur pour une équipe de la Ligue nationale, je surveillerais les 17 ans qui ne sont pas utilisés ou qui jouent dans un contexte défavorable. Ouais. Pas simplement remplir une grille de patins, de physique, de ci, de ça. Je me dirais, OK, la moyenne d'âge dans le junior est de 18,7 ans. Donc, quand tu as 19 ans, tu es au-dessus de la moyenne, mais quand tu es un joueur de 18, tu es quand même encore légèrement en bas de la moyenne. Ou en tout cas, dans la moyenne. Et Pickford, cette année, a vraiment été impressionnant à la défense. Puis moi, c'est un genre de joueur, je te dirais pas que je le choisirais en première ronde, mais je te dirais qu'à un moment donné, peut-être, là, surtout le repêchage de cette année qui est très moyen, là, fin 2e, puis certainement 3e ronde,
j'aurais l'œil sur lui. Peux-tu nous le décrire un peu? Gabarit, style... Oui, c'est ça. Pickford, c'est un défenseur, je te dirais. C'est un défenseur qui est offensif. Faut que tu commences par droitier ou gaucher. Moi, c'est important. Bon, faut que tu commences par droitier ou gaucher. Mathias, c'est connais? droitier. Droitier. Tu le connais, mais ça te prend... Oui. Ouais, Défenseur droitier. Oui, c'est un défenseur droitier. Mesure? Ses mensurations, 6 pieds 190. Okay. Alors, c'est sûr que pour un défenseur, c'est pas nécessairement un super c'est correct. Géant, mais c'est pas non plus un petit joueur. Donc, ça devrait pas être un exemple. Parce que c'est un gars quand même qui gagne ses batailles pour la rondelle et qui joue bien défensivement parce qu'il va contrer les attaques et les contre-attaques de façon très bonne. Et je te dirais que du côté offensif, il y a des beaux flashs. Il est capable de faire des feintes, il a un bon lancer. C'est quoi ses statistiques? Il est capable... Tu vois, cette année, il a joué seulement 48 matchs. Il a 20 buts, 27 passes. Donc, un point par match. Et en série, 18 matchs, 13 buts, 11 passes. 13 buts à la défense, en série. À sa première année, à 16 ans, 17 points à 54 matchs à Seattle, mais à ce moment-là, il était plus un défenseur de moins utilisé, vu que c'était un 16 ans, mais il était quand même là. On l'a quand même fait jouer régulièrement. C'est pas les Flyers qui ont genre 5 choix de deuxième tour? Oui. Ça, c'est le genre de d'or, là, quand t'as autant de choix. Tu vois, la centrale de recrutement le classe 100e chez les joueurs nord-américains. Donc ça veut dire que si on inclut les Européens qu'on mélangerait là-dedans, ça veut dire qu'en ce moment, on le prévoit comme un choix de 5e ronde. Moi, je te dirais fin 2e, 3e ronde. Je le considérais, mais j'ai hâte de le voir au tournoi. On va le voir en personne en plus. Puis, vois-tu, c'est très, très rare que je parle des joueurs qui ont été ignorés à leur année de repêchage. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup par la suite qui deviennent bons. Mais lui... Columbus l'a fait. Oui. Columbus s'en félicite, d'ailleurs. Oui. Et lui, il m'intrigue. Tu vois? Tanner Pearson avait été un gars choisi plus tard. Il a quand même bien fait, là. Quand même eu une carrière. Alors, Pickford, écoute, je vous dis pas de vous garrocher dessus dans vos poules de hockey, mais je dis juste que c'est un joueur plus âgé qui m'intrigue et que j'ai bien hâte de voir la Coupe Memorial. En plus, évidemment, les fameux Knights de London avec Sam Dickinson, avec Oliver Bunk, et puis Madison Hat, évidemment, avec Gavin McKenna, Andrew Bashaw, Caden Lindstrom, Moncton avec Caleb Desnoyers, entre autres. Rimouski a aussi une panoplie de bons joueurs. Fait que ça va être un tournoi, ça va être un vrai régal. Et la semaine prochaine, on va en parler parce qu'au moment d'enregistrer, il va y avoir 3 matchs de jouer. Ah, bon, parfait. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Troisième bloc, Simon. Oui. On est rendu à parler de 4 espoirs par semaine. 4 autres espoirs, des joueurs susceptibles d'être choisis en première ronde. Là, on doit être autour de 12-15? Je ne l'ai pas vraiment fait en ordre parce que là, on est peut-être... on est encore dans la plage du Canadien, mais peut-être un petit peu plus entre 20 et 30. Mais tu sais, il y a peut-être des joueurs que le Canadien va préférer là-dedans. Cette année, Mathias, honnêtement, là, après les 6-7 premiers choix... c'est ouvert. C'est ouvert. Parce que les gens veulent savoir quand même, c'est-tu un gars qui pourrait être disponible? Tous les joueurs dont on va parler, d'après moi, vont être disponibles. La question est de savoir est-ce que le Canadien en veut, est-ce que ce sont des joueurs intéressants pour le Canadien, mais je pense que c'est 4 joueurs qui pourraient être disponibles et qui sont susceptibles d'être choisis. Des joueurs qui amènent différentes qualités et différents défauts aussi. Bon. Alors moi, je commence avec Brandon Coots. C'est un centre de la Ligue de l'Ouest des Thunderbirds de Seattle. Et puis, lui, c'est un joueur qui devrait être choisi en première ronde, mais la question que tu te poses avec lui, c'est que est-ce que tu veux sélectionner en première ronde un joueur qui est déjà étiqueté maximum 3e trio? Il me semble que je l'ai vu dans un top 15, une coupe de place. Oui, parce que c'est quand même un joueur dont le jeu va très bien se transposer chez les pros. Tu sais, dans le meilleur des cas, ça devient un Ryan O'Reilly. Alors, tu sais, une équipe qui choisit 15-16 peut dire, ben écoute, tant qu'à prendre une chance avec, je sais pas moi, un gars qui se replie pas défensivement, un gars qui est trop petit, ben on va prendre une valeur sûre, puis s'il devient un Ryan O'Reilly, tant mieux, puis sinon, ben dans le pire des cas, ça fait un joueur de bottom 6 qui va te donner 25-30 points par année. Tu me l'as déjà dit, mais Luchenko, tu l'avais combien? Je l'avais plus loin. Je pense que je l'avais passé bien après le 21-22e. Donc, c'est un bon parallèle quand même? Ouais. Rendu là, ça coûte pas trop cher, fait que c'est pas super. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un, s'il choisit 14, là,
Ah oui, je le sais. Je fais juste semblant de... Non, pour moi, tu l'as pas... Non, ça coûte pas... Il me décourage. Non, mais je c'est pensais le premier. qu'on pas... T'en as fait 2 déjà. Non, mais moi, ils sont pas volontaires. Puis T'en as fait 2. Non, mais moi, ils sont pas volontaires. Ils sont pas planifiés à l'avance. Puis, quoique Coates, ils savaient même pas que je parlerais de Coates, là. Ouais. Mais je sais pas. Moi, je trouve mes jeux de mots plus normaux, plus subtils, plus en tout cas. Fait que Coates, Luchenko, c'est un peu ça. Et c'était le capitaine à Seattle cette année, Brandon Coates, qui est rare, Okay. un joueur de 17 ans à qui on va donner ce titre-là. Au championnat mondial des moins de 18 ans, un tournoi dont j'évite de parler le plus possible. Ouais. Faut quand même donner l'information aux gens, auditeurs. Il a été le meilleur pointeur du Canada avec 12 points, mais c'est plus en ronde préliminaire qu'il a eu ses points. Alors donc, alors que la compétition était moins forte et moins serrée. Ça va influencer certains recruteurs. Ça va influencer. Le suivant, maintenant. Alors, on y va avec Lyndon Lekovic. Lyndon Lekovic. T'es correct avec Pag, là? Oui. Pour le jeu de mots, Ah, là. c'est encore drôle. Lui, c'est un autre joueur de l'Ouest, de la Ligue de l'Ouest, qui est un late, né le 12 décembre 2006. Oh! Oui. C'est une belle journée, ça. Oui, donc à sa 3e saison C'est junior. mon anniversaire, le 12 décembre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il ouais. est cependant un petit peu plus jeune que toi. Mais j'étais un late, moi. Oui, C'est pour ça que je défends les lates. On a vu ce que ça a donné. Lekovic, 47 matchs cette saison, 27 buts, 31 passes, 58 points. On peut pas dire... Oui, mais pour un joueur de 3e saison dans une ligue quand même où les statistiques sont souvent un peu gonflées, Ouais, un late. je te dirais que c'est moyen de la part de Lekovic. Cependant, Lekovic, je crois, va être très, très en demande au prochain repêchage parce que c'est un gars de 6 pieds 4, 190 livres. Et les équipes recherchent ce genre de joueurs-là habituellement de façon assez frénétique lors du repêchage parce que tu dis que ça va être des joueurs de série. Alors, c'est un gars qui est un ailier gauche. Et Lekovic, lui, il y a une chose que j'aime pas. Il y a beaucoup de points qui sont accumulés sur le jeu de puissance. Puis même là, il n'y a pas tant de points que ça. Et c'est un gars qui triche un peu dans le sens que à 5 contre 5, tu aimerais voir ce gars-là être plus physique, à 6 pieds 4, 190, mais il joue un peu du bout des pieds, du bout de la palette. Du bout des pieds. Oui, ouais. du bout de la palette, c'est ça. Ah, et oui? puis c'est pas un problème, c'est pas. Je pense que c'est une question de motivation parce que d'après ce qu'on dit, c'est pas un gars, tu sais, il y a pas Il manque c'est pas pas des de problèmes de courage, là. personnalité, c'est pas ça. Et il joue en périphérie. Ça, moi, les joueurs qui jouent en périphérie, c'est rare que c'est un trait de personnalité, pas de personnalité, mais de jeu qui va changer. Je te dirais, par contre, on va quand même aller dans le positif. Lorsqu'il a la rondelle, c'est très difficile de lui enlever. Il la protège bien. Alors ça, c'est quelque chose... C'est pour ça qu'il est un potentiel choix de première ronde. Ouais. Sinon, si on fait juste descendre un joueur puis on se dit pourquoi il est choisi en première ronde. Donc, c'est un gars qui protège bien. Est-ce que, là, il va avoir une autre saison junior seulement. Dans cette saison-là, est-ce qu'il pourrait faire un bond, peut-être, à la Lime Green Tree? Lime Green Tree qui a été choisi en fin de première ronde l'année passée par Los Angeles. Et cette année, qui a une saison fulgurante. Tu l'aimes, finalement? Ben, c'est pas sûr, là. Je suis pas sûr. C'est pas que je l'aime, mais je dois avouer que il y avait un peu le défaut de Lekovic cette année. OK. Puis, il s'est plus impliqué cette année. Parce que tu sais pourquoi je t'en parle, tu sais pourquoi je parle de Green Tree? Quoi? Parce que le Canadien a offert un choix supplémentaire aux Kings pour passer de 26 à 21 et prendre Michael H. Ouais. Et les Kings ont repêché ce Green Tree et c'est un choix de fin de 2 avec ça, je pense. Ouais. Moi, je suis convaincu que le Canadien était mieux avec H que Green Tree. Puis ça valait. Malgré tout ce que tu me dis. Oui. Mais c'est sûr que le gars a fait un bond intéressant. Comme j'ai dit, la saison de 18 ans, souvent, j'aille pas ça, la surveiller la saison de 18. Autant comme la saison de 19 ne m'intéresse pas du tout. La saison de 18, je la garde quand même du coin de l'œil parce qu'elle peut démontrer, des choses intéressantes. Okay. Comme moi, ma saison de 56, tu ne regardes pas tant que ça. Hein. Moi, c'est ta saison de processus que je vais analyser à la fin juin. Voilà. Je te ferai ton évaluation de fin d'année. Oui. Tu feras la mienne aussi. OK. Alors, on revient maintenant à la Ligue de l'Ouest encore. On continue. Troisième. Blake Fiddler.
C'est pas le fils, ça, de Vernon? C'était effectivement le fils de Vernon Un joueur de Fiddler soutien de Nashville et de... et Dallas, Ouais. je crois. Ouais. Blake Fiddler, pourquoi le gars est catégorisé en première ronde? Ben, défenseur de 6 pieds 4, 210 livres. Né au mois de juillet, quand même. Plus gros que son père. Droitier aussi, ça aide. Un joueur qui est né aux États-Unis dans le temps que son père jouait à Nashville, je crois. Il a joué pour les Oil Kings d'Edmonton cette année. Début 23 passes en 64 matchs. Donc, on ne parle pas ici d'un joueur qui est un manchot à l'attaque, mais on ne parle pas non plus d'un pilier en offensive non plus. Mais Pag, avec Snake, tout si bien d'être né en juillet ou en août, parce que Ça aide. passé le 15 septembre, là, et boy. Regarde, il est mobile et puis il est bon passeur. Alors déjà, au départ, pour un défenseur, c'est bon un gars qui est capable de faire une première passe, sortir la rondelle de sa zone. La façon dont il a marqué ses buts, je trouve que c'est des buts qui ne rentreraient pas nécessairement dans la Ligue nationale. Des buts en contre-attaque et des lancers de 40 pieds. Pas sûr que ça rentre dans la Ligue nationale. Donc, il ne faut pas compter sur lui pour faire des points. Mais, tu vois, il a été nommé capitaine de l'équipe américaine au tournoi Linka Gretzky l'année passée, l'été dernier. C'est pas un gars qui a vraiment des... C'est pas un gars qui a vraiment des gros défauts. Des fois, il perd la rondelle un peu dans sa zone, il cafouille. Okay. Mais en général, c'est un gars qui, d'après moi, devrait être choisi entre 20 et 30. Peut-être avant. Puis, tu sais, si tu as besoin d'un joueur comme ça pour compléter ta brigade défensive éventuellement, tu as besoin de ces joueurs-là. Mais à 16-17? Écoute, c'est une année tellement weird. Je déchirais pas ma chemise comme je la déchirais. Comme je l'aurais déchiré l'année passée. Mais c'est pas Tenordi, là. Non. Okay. Non. C'est juste que c'est le genre de gars que tu préfères idéalement choisir en deuxième ronde, mais dépendant à un moment donné de la force du repêchage, tu te dis, bon, comme je disais tout à l'heure, es-tu mieux de prendre un joueur, lui, c'est un super bon attaquant, mais il est paresseux, ou je vais prendre une valeur sûre à la défense qui pourrait être peut-être un défenseur numéro 4 physique. C'est un goalie au mieux ou moins bon? Tu veux dire au même âge? Ouais. Je te dirais que Goulier est un petit peu meilleur. OK. Oui. Peut-être plus rapide comme patineur, mais lui plus gros. Mais quand même, OK. C'est pas impossible que le Canadien choisisse Fiddler, je te le dis. Défenseur droitier, gros gars, capable de compléter une brigade défensive. OK. Puis comme je t'ai dit, je déchirerais pas ma chemise, dépendant qui est encore là. C'est sûr que s'ils prennent au lieu de Carter Bear, là, je vais la déchirer ma chemise. Mais tu l'as avant Logan Hensler? À peu près du même acabit. OK. Alors, j'ai pas fini mon classement encore. Parce que c'est un grand droitier aussi à défense, là, Hensler, là. Oui, en effet, mais je trouve que Hensler est moins bon avec la rondelle. Fait que ça fait un peu, comment dirais-je, Hensler, là, non, Hensler, moi, lui, 16-17, ça me dérange un petit peu plus. Avant. Ouais, écoute, regarde encore, ni l'un ni l'autre, là, pour 16-17, mais ça passe. Dans une année comme cette année, ça passe. Et le dernier dont je voulais parler, c'est Malcolm Spence. Malcolm Spence a été vu en début de saison comme un possible choix top 10. Malcolm Spence est un ailier gauche qui joue dans la Ligue de l'Ontario pour Erie. Et il a joué avec Matthew Schaefer un petit peu, quand Schaefer n'était pas blessé. Et il s'en va à l'Université du Michigan l'an prochain. Donc, c'est un joueur finalement junior qui va quitter les rangs juniors avant la fin de sa carrière junior. Parce que la majorité, maintenant, vont quitter à 20 ans. Quitter à 20 ans. Ils vont passer à la NCAA à 20 ans, mais lui, ça va être à 19. Pourquoi 19? Parce que c'est un late. Et lui a raté le repêchage de 2024 par une semaine. Il est né le 22 septembre 2006. Alors, on se serait attendu de sa part à une saison beaucoup plus performante. Tu vois, cette année, 73 points. L'an dernier, 62 points. Mm-hmm. Lui, c'est un gars qui va quand même attirer l'attention, je crois, des recruteurs parce que c'est un gars qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, mais il est très nord-sud. Puis ça, dans la LNH, on aime les joueurs qui... Tu sais, on aime avoir ce type de joueurs-là. C'est des joueurs, pour les coachs, on dirait, qui sont rassurants. Mais, tu sais, le Canadien, dans le contexte actuel, disons que Carter Bear est pris. Oui. Si tu vas avec Fiedler...
Puis ce gars-là, ben là, tu viens de te grossir, tu as peut-être des éléments qui viennent bien compléter ta formation. Oui, évidemment, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Mais peu importe, même si tu choisis Carter Bear, c'est pas pour non, tout de c'est suite ça. non plus. Ouais. L'affaire, c'est que moi, j'hésite tout le temps. Tu sais, c'est un gros dilemme, ça. Moi, j'hésite tout le temps à compléter ma formation avec des joueurs que tu prévois qui vont être des joueurs de soutien. Ben, soutien est un grand mot. Ben, un défenseur numéro 4. Complémentaire. Ouais, un défenseur numéro 4, c'est mais intéressant. moi, j'aime mieux aller chercher ce gars-là. Tu sais, regarde, on parlait tout à l'heure de Bill Zito et de ces gars-là. Tous ces gars-là, ils sont allés les chercher dans des échanges et des agents libres. Le repêchage, pour moi, c'est de lancer des dards sur du gros talent. Ouais. Mais le problème, c'est que du gros talent cette année, le bassin, ça sèche très vite. Bon, ben voilà ce que je te dis. Regarde, on va s'en parler amplement du repêchage dans le prochain mois. Hein? Puis tu connais ma position là-dessus. Mais c'est ça l'affaire avec Spence. Spence est quand même capable de générer de l'attaque. Là. C'est pas un manchot. Mais c'est plus un joueur encore là. Puis souvent, ce que j'ai pas aimé de lui, c'est que... Puis ça me dérange, par exemple. Il y a des matchs où il est le meilleur joueur sur la glace et il y a des matchs où tu ne le vois pas. Puis ça, l'histoire te démontre que ces gars-là, éventuellement... C'est pas des gars pour jouer des saisons de 82 matchs puis 20 matchs de série. Gatslav, c'était ça, par contre. Puis tu vois, il a changé. Oui, mais encore là, on va chercher des exceptions d'il y a 20 ans. J'aime mieux, moi, y aller avec les probabilités de me tromper une fois de temps en temps que de toujours penser à l'exception. Parfait. Fait que ça, c'est les 4 joueurs. La semaine prochaine, on va avoir 4 joueurs un petit peu plus haut dans le classement. Super. Trust the process. Trust the process. Dernier bloc, mon Simon. Les 3 questions des auditeurs, sélectionnées par la firme Simon et Simon. Première question de Vincent. Pouvez-vous expliquer plus en profondeur ce qu'est un late et ce que ça implique sur le développement d'un jeune ainsi que sur sa projection? Un late, premièrement, c'est un joueur qui est né entre le 16 septembre et le 31 décembre d'une année donnée. On parle donc de Quinn Hughes, Austin Matthews, Cale Makar, ce type de gars-là. Là. Exactement. OK. Et là, les joueurs admissibles au repêchage cette année sont nés entre le 16 septembre 2006, admissibles pour la première fois, 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2017. Ce qui fait que les joueurs qui sont nés en fin d'année 2006 ont bénéficié d'une année de plus dans le junior habituellement. Donc, c'est des joueurs qui ont joué à 16, 17 et une grosse partie de la saison à 18, alors que d'autres joueurs, comme Matthew Schaefer qui est né au mois d'août, lui a joué carrément une saison de 16 ans, une saison de 17 ans. Fait que ça leur donne un petit avantage dans le sens que ces gars-là ont une année de plus pour s'améliorer. Et là, ils sont analysés par rapport à des joueurs qui ont 2 ans d'expérience dans le junior. Et eux en ont 3. Mais ils ont passé leur vie à jouer contre des plus vieux, à surmonter des obstacles. Oui, parce que plus jeune, c'était différent. Oui. Le late, lui, il est désavantagé plus jeune et il est avantagé quand il arrive dans le junior. Jusqu'à quasiment 16 ans, Ouais. il est désavantagé. Fait que, et là, je vais t'amener quelque chose sur le late. Il va avoir eu souvent à faire preuve de plus de caractère. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, c'est le plus jeune. Fait qu'il faut que tu ailles la coin dure pareil pour toffer de 5 à 16 ans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas à dénigrer du tout. Qu'est-ce que ça implique sur le développement? Bien, le développement, c'est qu'habituellement, le late, il va avoir seulement une saison de plus chez les juniors au lieu de 2 et peut signer son contrat professionnel. Sa projection, ben, c'est que le dilemme est toujours de dire est-ce que je le juge en fonction de sa saison de 18 ans, mais qui est la plus récente, ou est-ce que je vais revoir ce qu'il a fait à 17 ans l'année d'avant et je compare sa saison de l'an passé à la saison de cette année d'un autre joueur? Je prends un exemple. Mettons, Porter Martone, late, 3e saison junior. Matthew Schaefer, 2e saison junior. Là, je compare Martone. Est-ce que je dis c'est le Martone de l'an dernier que je compare au Schaefer de cette année? Ou est-ce que je me dis, écoute, les gars ont seulement, mettons, 10 mois de différence, c'est pas grave, on va y aller avec l'information la plus récente qu'on possède, et on va juger Martone comme ça, puis advienne que pourra. Moi, j'ai toujours un gros problème avec les lates parce que j'ai tendance à les sous-estimer. Et parmi les lates, et à un moment donné, on va revenir là-dessus. À un moment donné, j'avais fait une petite liste. Être un late n'a pas empêché un
t'es un Austin Matthews de marquer 70 buts. Mais tu sais, je remonte en 2010, Taylor Hall contre Tyler Seguin. Taylor Hall était un late, il jouait dans la même ligue que Seguin, qui était plus jeune. Et moi, j'avais donné l'avantage à Seguin pour la seule et unique raison que Seguin était plus jeune. C'est qui les deux meilleurs espoirs du Canadien, là, disons, qui ont joué moins de 25 matchs à Montréal, qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale encore, ou 25 matchs et moins? C'est qui les deux premiers espoirs du Canadien? Ben, Demidov, OK. qui est un late. Et Randbacker, qui? qui est un late. OK. Ouais. Par contre, ni l'un ni l'autre n'a joué dans les rangs juniors. Oui, mais quand même. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans les rangs juniors, on compare vraiment des pommes avec des pommes. 3e saison vis-à-vis 2e saison. Dans le cas d'un gars comme Demidov, ben au moins, il a eu l'avantage de passer à la KHL. Oui, mais... Tu sais, c'est... Mais quand même, tu te dis, il y a une année de Mishkov. Mishkov aussi, qui est un late. C'est ça. Mettons, Simon, toi qui observes vraiment beaucoup le hockey junior à partir de très jeune, y a-t-il une solution, selon toi, qui existe pour éviter la date du calendrier? Parce que même si on déplace les dates du calendrier, le problème va exister pareil. Tu pourrais être né le 16 janvier. J'ai déjà réfléchi à tout ça de 50... Ça m'a tenu éveillé la nuit même. Là. Les gars nés en janvier, là, ils ont eu un avantage aussi toute leur jeunesse. Toute leur jeunesse. Fait que si à un moment donné, tu as un obstacle, puis je te dis pas que, garde, McDavid n'est pas né en janvier, je pense. Oui, le 13, mais ça, c'est un autre facteur à considérer, de dire ils n'ont jamais eu d'épreuve. Plus gros, plus grand, plus vieux. Oui, ça, je comprends. Sauf qu'à un moment donné, les saisons à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, il faut à un moment donné les oublier puis regarder ce que tu as en ce moment. Oui, mais si ça a tout le temps été plus facile... Non, mais regarde, vieux. un gars comme Martone, là, moi, je trouve qu'il a plafonné cette année. Oui. Oui, mais... C'est ça. Je viens de te nommer, Hughes, McCarr... Ah oui, c'est sûr. En tout cas. C'est sûr. Mais tu me nommes beaucoup de gars qui n'ont pas joué au hockey junior. Quinn Hughes, lui, il était quand même passé du programme américain à l'Université du Michigan. Donc, c'est pas d'être late qui est un problème. C'est d'être late dans le junior majeur canadien. Bon, vois-tu, on a une ouverture. J'ai déjà... Non, mais vois-tu, là, je viens de m'apprendre quelque chose après des décennies à capoter sur les lates, à angoisser sur les lates. Tout ça grâce à qui? À Mathias et à Pat. À Vincent. Ah, ben à Vincent, voilà. Oui. Ben oui. Et puis vous autres qui... Alors, il n'y en a pas de solution de calendrier, mais c'est ça. Je pense qu'à partir de maintenant, les lates, je vais simplement tenir ce facteur-là en ligne de compte pour les joueurs juniors canadiens. Ben, vous avez appris ça en temps réel, mesdames et messieurs. Juste revenir à McCarr, là. Étant donné qu'il est dans une école, il y a quand même cette affaire-là de late. Puis... Oui, il est plus vieux que les autres. Oui, mais il change de calibre. Tu sais, un gars comme Quinn Hughes, il est passé du USNTDP, puis à l'âge de 18, sa saison de repêchage, il est passé à l'NCA. Donc, au moins, tu pouvais dire, il a monté de calibre. OK, je comprends. Puis déjà que c'est difficile d'évaluer des joueurs d'une ligue à l'autre, c'est l'enfer. Tu peux moins prendre ça en considération l'histoire du late. Mais quand tu as des pommes avec des pommes, c'est-à-dire des joueurs de la Ligue de l'Ontario ou de la Ligue de hockey junior maritime Québec, un qui a 2 ans d'expérience, un qui en a 3 et qui est un peu plus vieux, ben là, c'est là où tu as un gros dilemme. Caleb Desnoyers, lui, il n'a pas de dilemme. C'est sa 2e année junior, puis il a fait toute sa saison à 17 ans. Bon. Martin Lavoie te ramène sur terre un peu. Oui. Il dit que tu es dur à suivre. Le Snake, au milieu de la saison, vous avez fait une émission où tu disais que s'il n'y avait pas de choix top 3, il échangerait pour 2 choix au milieu de la première ronde. Et là, il parle qu'il échangerait les 2 choix au milieu de première ronde contre le 5e choix. Oui. Martin, la réponse est très simple. C'est que mon évaluation d'une cuvée de repêchage fluctue durant l'année. Ouais. Et c'est sûr qu'au milieu de la saison, je regardais ça puis je me disais, est-ce que après le top 3, ça vaut la peine? Mais là, peut-être que je me dis que le top 5 pourrait faire l'affaire. Il y a une autre chose aussi, ça dépend qui est-ce que tu vises, ça dépend... Tu sais, pour moi, il y a 2 joueurs qui ressortent du paquet, là, Schaefer, Misa. Après ça, on tire une ligne. Mais à 3, 4, 5, je pense qu'il y a moyen de trouver quelqu'un. Alors, c'est pour ça que je le ferai. Et là aussi, ça dépend comment j'évalue la QV à 16-17. QV à 16-17, je trouve ça bien moyen. Fait que je me dis, écoute, vas-y, échange tes choix, va te chercher un numéro 5. Fait que c'est pour ça que ça fluctue. Et d'année en année, Martin, je vais probablement donner une réponse différente. Oui, je comprends. Selon la QV. Puis une réponse différente selon
le moment de l'année. Parce que, veut pas, à Noël, on en fait une évaluation, mais elle peut être trop élevée ou elle peut être trop basse. Puis à un moment donné, après que la poussière est tombée, que toutes les équipes ont fini de jouer, là, tu te calmes, puis tu te dis, OK, c'est ça ma cuvée. Et là, tu prends tes décisions. Okay. Hubert Cadieux. J'ai une question sur Sam Steele. C'est pas un gros joueur. Il semblait très offensif dans les rangs juniors, 131 points à 18-19 ans. Maintenant, c'est un joueur de soutien qui cadre très bien Dallas comme 4e centre, tout en faisant une vingtaine de points par année. Comment était-il perçu à son année de repêchage? Est-ce que tu voyais un potentiel top 6 en lui? Et voyais-tu un potentiel pour son rôle actuel? Bon, Sam Steele, premièrement, à son année de repêchage, qui est la plus importante à ce moment-là, avait obtenu 70 points en 72 matchs. Donc, okay, on parle d'un gars qui était bien offensivement, mais qui n'était pas le dynamo qu'il est devenu la saison suivante, alors qu'il a marqué 131 points. Repêché par Anaheim, au départ. Repêché par Anaheim, 30e au total. Je pense que c'était sa place. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les joueurs choisissent 30e. C'est des potentiels 4e trio, 3e paire de défenseurs. Alors, des fois, quand il m'a fait lancer des tomates puis que je dis ça sur des joueurs choisis 31e, finalement, c'est là que c'est à cette catégorie-là que ces joueurs appartiennent. Et s'ils deviennent meilleurs que ça, c'est un boni. Mais c'est pas un d'or. Bien, Sam Steele, ce qui arrive, c'est qu'à son année de repêchage, pour revenir au commentaire d'Hubert, c'était quand même vu comme un gars qui avait un très bon potentiel offensif, surtout un passeur très talentueux, capable de créer des chances de marquer et puis qui était rapide. Mais est-ce que nécessairement on voyait à l'époque une grande vedette offensive? Probablement pas, parce que sinon il aurait été repêché plus haut. Ouais. Mais lui, il donne du poids à un argument que j'ai toujours dit. Repêche du talent. Et ce talent-là pourrait devenir un 4e trio utile à un moment donné. Plutôt que de repêcher un joueur 30e en disant, lui, ça va être un 4e trio. Je pensais que tu t'en allais dire aussi, tu l'aurais dit. Oui. Faites attention à 131 points à 19 ans. Ah, ben à 18 ans, oui. Ben, il l'a eu à 18, mais à 18, oui. Ouais, mais faites surtout attention. Ben, 18-19, là, ouais. Ouais, faites surtout attention aux 131 points dans la Ligue junior de l'Ouest. Il jouait avec qui, lui, cette année-là? Il jouait avec Regina. Mais on ne sait pas, y a-t-il un joueur qui l'a fait produire ou c'est lui qui produisait lui-même? Ils se sont rendus très loin en série. Okay. Ils avaient un gros club. À l'époque, il y avait un dénommé Adam Brooks qui a joué brièvement à Toronto. Okay. Et puis, c'était surtout, il y avait Jake Leschyshyn qui était là, Josh Mahura, peut-être des noms qui vous disent quelque chose, Austin Wagner, des joueurs qui ont joué brièvement dans la LNH. Mais c'était surtout l'équipe qui était très forte parce que Sam Steele, ensuite, à 19 ans, tu l'appelles Steele, hein? Oui, Sam Steele. Oui. Steele. L'acier. Oui, à 19 ans, a quand même baissé à 83 points. Bon. Fait que Steele, je pense qu'il y a eu plusieurs saisons de 6 buts dans la LNH. En fait, il y a eu 5 saisons de 6 buts. C'est pas mal là qui se dessine. Il coûte pas cher. 4e trio. Et ça revient à ce que je disais, repêcher du talent. Et c'est peut-être ces gars-là qui vont former votre 4e trio. Parce que le gars que vous croyez être un futur 4e trio, ben peut-être que la réalité, c'est que c'est un joueur de la Ligue américaine. Puis Dallas, ben lui, il va aller chercher pour pas cher. Il va chercher tous ces dans joueurs-là un très beau millimélo. Exactement. Hey, ton millimètre. Trouvé le rideau de fermeture. Ton millimètre. Simon Snake Boisvert, merci. Salut, Mathieu. Pierre-Alexandre Girard, un seul jeu de mots. Tu te reprendras la semaine prochaine. Merci. Merci, les gars. Salut.